Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui différents passages du livre Les Trois mots magiques de U.S. Anderson. J'ai choisi quelques chapitres qui portaient des titres intrigants, La doctrine secrète et Les principes de la doctrine secrète. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, donc on va redécouvrir ça ensemble. C'est parti. Il existe aujourd'hui un ensemble d'enseignements ésotériques que l'on appelle à juste titre la doctrine secrète, et qui pendant de nombreux siècles a été conservée par de petits groupes d'hommes studieux qui en ont appris les principes et les ont transmis essentiellement de bouche à oreille, bien qu'il existe de nombreux textes allégoriques dans lesquels elle est décrite. Cette doctrine soutient que l'évolution de l'homme se fera à travers 7 races principales et que nous vivons actuellement sous la grande 5e race, qui a commencé avec les civilisations perses, d'Égypte et d'Orient. Selon la doctrine, la première race humaine était en grande partie spirituelle, la deuxième a commencé à prendre forme, la troisième a produit une race de géants qui a habité le continent de la Lémurie, la quatrième a habité le continent de l'Atlantide, et la cinquième s'est réfugiée en Europe et en Asie après le déluge, auquel la Bible fait référence exotériquement dans l'allégorie de l'arche de Noé. Entre parenthèses, ici, les mythes de déluge ou d'inondation à grande échelle, il y en a dans quasiment toutes les civilisations, en fait. Bon, je reprends la lecture. Pour produire l'âge matérialiste d'aujourd'hui, d'où l'homme reviendra une fois de plus à l'unité spirituelle à travers les 6e et 7e races. Ceux qui tentent d'étayer cette doctrine soutiennent que le continent de la Lémurie a existé dans l'océan Pacifique Sud et offre comme preuve les gigantesques statues que l'on trouve sur l'île de Pâques. Ces statues mesurent entre 27 et 30 pieds de haut, ça fait 10 mètres à peu près, et ne présentent aucune trace d'avoir été construites par des échafaudages, mais semblent avoir été modelées par des êtres dont la stature était approximativement la même. Comme l'Ancien Testament de la Bible dit, en ces temps-là, il y avait des géants sur la terre. Les adeptes de la doctrine secrète soutiennent que les êtres colossaux habitaient le continent de la Lémurie, qui fut englouti dans la mer lors d'un grand bouleversement, au cours duquel la terre inversa ses pôles, ne laissant rien au-dessus de la surface, à part l'île de Pâques et un archipel de roches volcaniques s'étendant des îles Marquises à la Nouvelle-Zélande. Ces mêmes adeptes affirment que le continent d'Atlantis était le foyer de la 4e race de l'humanité et que ce continent existait dans l'océan Atlantique. Sa partie la plus à l'est se trouvant aujourd'hui aux Açores et s'étendant vers l'ouest sur plusieurs milliers de kilomètres. Les hommes qui habitaient ce continent étaient censés mesurer 18 pieds de haut, je crois que ça fait 8 mètres, et leur civilisation était telle qu'elle faisait honte à la nôtre. Selon la doctrine secrète, l'Atlantide fut détruite lorsque la Terre inversa à nouveau ses pôles. L'eau est montée, l'Atlantide a été engloutie dans la mer et ses survivants, bibliquement Noé, sa femme et leurs animaux, ont trouvé leur foyer à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Les principes de la doctrine secrète. Les partisans de la doctrine secrète n'avancent aucune raison pour la destruction périodique des différentes races de l'évolution de l'homme. Leurs preuves de l'existence des races sont pour le moins sommaires, et ils ne sont pas clairs sur l'auteur de ce plan qu'ils disent avoir été établi irrévocablement pour que l'humanité le suive. Mais ils sont très fermes sur ce point. L'intelligence et la loi sont les seules réalités. L'humanité évolue vers l'unité spirituelle. L'homme a la possibilité d'atteindre la conscience universelle et donc le contrôle de toute chose. L'histoire et le cours de l'avenir de l'homme, tels qu'ils sont exposés dans la doctrine secrète, sont difficiles à accepter, mais nous ne pouvons ni les affirmer ni les nier. Il est certain que l'histoire enregistrée nous amène à peine à la porte du passé de l'humanité. Et si la doctrine n'est pas correcte, elle est peut-être aussi allégoriquement correcte que nécessaire. On peut affirmer sans risque de se tromper que l'esprit évolutif de l'homme a habité d'autres formes que celles que nous connaissons aujourd'hui,
et que le processus d'évolution s'est poursuivi pendant peut-être des millions d'années. Il se peut même que la Terre se retourne de temps à autre, car la précession des équinoxes est connue de tous les astronomes, ce qui est simplement une autre façon de dire que la Terre oscille lentement en tournant sur son axe. Quiconque a observé une toupie sait ce qui se passe lorsqu'elle commence à osciller dans sa rotation. La doctrine secrète soutient également qu'il existe des êtres supérieurs dans l'univers qui observent et guident l'évolution de l'homme sur Terre, que ces êtres envoient leur message ou enseignant dans notre monde sous la forme d'adeptes, ceux dont l'évolution a suffisamment progressé pour pouvoir révéler progressivement les vérités éternelles à l'humanité. Selon les partisans de la doctrine, Jésus était l'un des adeptes, tout comme Gautama Bouddha et Platon. Aucune information n'est donnée sur la partie de l'univers habitée par ceux qui envoient leurs adeptes sur la Terre. La vie sur d'autres mondes. Ce serait pure cécité, aveuglement, que de soutenir que des hommes plus évolués que l'homme n'existent pas sur d'autres mondes de l'espace. En effet, puisque nous partons du principe que toute forme n'est que la différenciation multiple d'un esprit suprême, puisque nous croyons que tout est vie et que la conscience est partout, il s'ensuit logiquement que la vie existe sur d'autres mondes. Cette vie a-t-elle évolué jusqu'à notre niveau ou au-delà ? Nous savons déjà que certaines étoiles ainsi que quelques planètes sont beaucoup plus anciennes que notre sphère. Nous savons que certaines étoiles ont des conditions climatiques qui peuvent se rapprocher de celles de la Terre. Alors que chaque année nous rapproche du jour où les voyages dans l'espace deviendront une réalité, elle nous approche également du moment où de nombreuses énigmes seront résolues. Comment les horizons de l'homme s'élargiront-ils lorsqu'il réduira les millions de kilomètres de l'espace à un voyage confortable ? Comment sa pensée changera-t-elle lorsqu'il s'affranchira de la gravité ? Lorsque l'accélération sans entrave de l'action dans l'espace créera une vitesse si aveuglante dans ces véhicules qu'elle affectera même le passage du temps. Alors, en effet, l'homme devra regarder les mondes physiques qui l'entourent et savoir qu'il est uni à la seule intelligence et à la seule loi qui existe. La relativité de la matière. Parmi les phénomènes provocateurs que l'homme rencontrera lorsqu'il atteindra de nouveaux mondes, le principal est celui de la relativité de la matière. Aujourd'hui, notre spectroscope révèle l'existence, sur planètes lointaines, d'éléments qui peuvent peser jusqu'à des centaines de tonnes par pouce cube. Considérez que l'homme ne connaît la matière que dans sa densité relative à son propre corps. Nous jugeons toute substance selon ses différents degrés de dureté et de mollesse, c'est-à-dire selon sa densité. Et la substance la moins dense qui est encore perceptible, nous l'appelons un gaz. L'air qui nous entoure est un tel gaz, et lorsque nous nous y déplaçons, nous en sommes conscients, mais nous nous déplaçons sans entrave, tant sa densité est relativement faible. Un être dont la densité corporelle serait telle qu'il pèserait plusieurs centaines de tonnes par pouce cube se déplacerait dans notre propre corps avec encore plus de facilité que nous nous déplaçons dans l'atmosphère terrestre. Il ne serait même pas conscient de notre présence, car sa perception physique se situerait nécessairement sur un plan de matière entièrement différent. Il est concevable que de tels êtres existent sur d'autres mondes que le nôtre. D'autres, dont la densité est si faible qu'elle est négligeable par rapport à la nôtre, peuvent également exister sur d'autres mondes. La matière est purement relative au sens qu'ils l'aperçoivent. Dans son essence, elle est pure intelligence. Elle se combine sous une forme telle qu'elle est perceptible par toute conscience qui tente de la percevoir. L'élément qui pèse des centaines de tonnes par pouce cube est constitué de la même substance de base que notre propre atmosphère. L'intelligence le façonne, l'intelligence cause sa forme, l'intelligence est sa forme. Fondamentalement, ce n'est ni plus ni moins qu'une conception maintenue dans le subconscient universel. La relativité du temps.
Les voyages en vaisseau spatial offrent une autre promesse étonnante, celle d'une vitesse extrême et d'un concept de temps entièrement nouveau. Dans l'espace libre, en dehors de toute attraction, même négligeable, des corps interstellaires, un vaisseau spatial flotterait, orbitant sur un cercle gigantesque autour du corps interstellaire principal dont il serait le plus proche. Si une fusée était tirée de l'arrière de ce vaisseau spatial avec une vitesse telle qu'elle créerait une réaction qui accélérerait le vaisseau jusqu'à une vitesse de 1000 miles par heure, le vaisseau spatial continuerait à cette vitesse pour toujours, à moins qu'un obstacle, une attraction ou une friction ne se mette sur sa route. Si une autre fusée similaire était tirée depuis l'arrière du vaisseau spatial, sa vitesse atteindrait alors de 1000 miles par heure. Si une autre fusée était tirée, la vitesse augmenterait à 3000 miles par heure. Si un millier de fusées étaient tirées, la vitesse atteindrait 1 million de miles par heure. En effet, si un nombre suffisant de fusées de ce type était disponible, la vitesse du vaisseau pourrait finalement être accélérée à 186 000 miles par heure. Comme il s'agit de la vitesse de la lumière, et selon Einstein d'une vitesse limite, nous ne pouvons pas la dépasser, et en fait nous ne pourrons jamais l'atteindre exactement. Sa conclusion est qu'un objet augmente en taille avec sa vitesse et que, bien que l'effet soit négligeable à des vitesses inférieures, il devient surprenant lorsqu'une masse s'approche de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, Einstein affirme qu'une masse deviendrait infiniment grande. Il affirme également qu'une minute devient plus longue pour ceux qui voyagent à des vitesses plus élevées, et qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête réellement. Peut-être est-ce simplement une façon de dire que l'homme ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Peut-être, plus encore, s'agit-il d'une méthode pour décrire scientifiquement l'unité fondamentale complète de toutes les choses dans un monde où le temps et l'espace n'existent pas. Une chose est sûre, de nouveaux concepts d'espace, de temps, de distance et de substance seront nécessaires le jour où l'homme s'affranchira de la gravité terrestre lors de sa première aventure dans l'espace. La promesse est là. Elle se trouve dans la conscience en expansion de l'esprit de l'homme, qui jettera un pont entre l'espace et le temps, qui comprendra vraiment qui est le point central de toute la création, le jour où il découvrira que toutes les choses existent en lui.